Bonjour Victor Davidovici et merci d'être venu aujourd'hui pour faire cette interview. Enchantée. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? J'ai commencé ma carrière à Socotec. Je travaillais avec Jean Desperroux, qui fut président fondateur de l'AFPS. J'ai créé ma propre société Dynamic Concept en 1997. Donc depuis, je suis dans cette société et je continue toujours à travailler. Est-ce que vous auriez en tête un projet particulièrement remarquable qui a eu lieu pendant votre mandat à la FPS et dont vous pourriez nous parler un peu? Il y a plusieurs projets remarquables, justement. Après le livre qui est sorti en France, Le génie parasismique. Celui-ci? Oui. Ok. Les Américains ont dit c'est très bien en français, mais si vous voulez le voir en anglais, il faut directement écrire en anglais. Donc on a fait l'équivalent qui est sorti en anglais. Et ils sont venus en France pour nous remercier et on a fait une présentation en France. Ce qui était aussi important, c'est la mission que nous avons faite en Arménie. Peut-être on parlera tout à l'heure. À la suite du séisme qu'il y a eu à Mexico le 19 septembre 1985, donc vous êtes intervenu au cours de la mission post-sismique qui a eu lieu sur place. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre ressenti vis-à-vis de la perception du risque sismique sur place et du dimensionnement sismique dans cette ville? J'étais déjà au Mexico pour l'ambassade de France, donc j'ai pu très bien organiser la mission. On a eu toutes les entrées dans tous les sites et on est allé même jusqu'aux côtes pacifiques où il y a eu l'épicentre plutôt au niveau zéro. Entre 1985 et 2002-2003, tous les ans, j'étais plusieurs fois par an à Mexico pour assister à travailler avec les équipes locales pour le renforcement des bâtiments. La mission AFPS qui était allée lors du séisme de 2017 de mémoire, les mêmes bâtiments sont très très bien comportés. Le séisme, c'est un essai à l'échelle 1. Ça passe ou ça passe pas. Et si ça passe pas, dans quelles conditions? Est-ce que c'est complètement effondré ou est-ce qu'il y a quelques fissures? Voilà, c'est notre récompense en quelque sorte quand ça a tenu. Est-ce que vous pourriez nous citer une évolution majeure en génie parasismique que vous avez pu observer au cours de votre carrière? Je pense que l'évolution avec les logiciels qu'on a, les logiciels métiers, c'est une évolution permanente et les jeunes sont formés ou déformés à ces logiciels. Donc il faut faire attention, n'empêche qu'on a un retour d'expérience avec le logiciel et ça se continue aujourd'hui. On n'a pas fini d'améliorer le logiciel métier qui nous facilite énormément le travail, mais il faut être prudent. Plus le logiciel nous facilite le travail, plus il faut se méfier. Voilà, il faut prendre du recul. On va faire une petite immersion à travers des photos. Donc, je vais vous en présenter deux l'une après l'autre et vous pourrez me dire ce que vous évoquent ces différentes photos. Donc voici la première. Ça, c'est la voûte de la basilique Saint-François d'Assise à Assise. J'étais appelé là-bas en 1997 quand la voûte s'est effondrée. Il y a eu quelques victimes aussi. L'enjeu était que pour la messe de 2000 soit complètement terminée. On a eu 2 ans pour remettre la voûte en place avec tous les fresques de Giotto et de Cimabue de 1290. Ouais. La voûte était depuis 800 ans, elle s'effondrait, donc on a pu réparer. Et puis là, on a toute une expérience là-dessus. On a suspendu la voûte avec des ressorts. On a tout un système informatique qui suit la voûte parce que la voûte, ce qui est intéressant, elle respire. Le jour, quand les portes s'ouvrent, les gens rentrent avec des cierges ou non, ça chauffe et la voûte s'agrandit. Et la nuit, les portes fermées et fait un peu plus frais, la voûte se rétrécit. Donc on continue à surveiller la voûte jour et nuit pour savoir s'il n'y a pas un endroit qui risque de lâcher et le réparer tout de suite. Donc aujourd'hui, la voûte est toujours en place? Ah oui, absolument. Et suite à cela, ça c'était en 2013 qu'on a fait cette visite. J'ai pris l'initiative de faire cette visite en 2013 pour visiter tous les monuments historiques en cours de réparation ou déjà réparés. Et on a fait 6000 km en Italie, du nord au sud, et ça a une très grande expérience dans le domaine de renforcement, réparation de monuments historiques. Merci beaucoup. Et donc la seconde photo, je pense que vous vous souvenez de cette personne. Ah oui, évidemment. Ça c'est avec Arun Taziev qui m'a sollicité. Enfin, je suis allé chez lui parce que j'étais vice-président, donc je voulais savoir les relations qu'on pourrait avoir parce qu'il était secrétaire d'État auprès du Premier ministre pour les risques technologiques et majeurs, et y compris les risques tremblements de terre. J'étais pendant 5 années son conseiller technique et avec lui que je lui ai lancé l'idée de ce livre Génie parasismique. Pourquoi ne pas réunir tous ceux en France qui ont quelque chose à dire? Et je lui ai demandé une préface, il m'a dit non, je veux faire un chapitre dedans. Et lui et Jean Desperroux, qui était le président fondateur, aussi, il est au début, tous les deux sont au début. Donc effectivement, c'est un grand bonhomme, on a travaillé beaucoup. Ça, c'était au commissariat à risque majeur, comme on s'appelait ça.
Et parfois chez lui à la maison, le soir, on est en train de travailler. On avait encore beaucoup de projets, mais avec le temps, c'est passé à autre chose. Et est-ce que vous pouvez maintenant nous raconter une anecdote ou un fait marquant de votre carrière ou de votre expérience au sein de la FPS? Le séisme d'Arménie de 88. Le Spitak? Oui, on était donc avec un groupe de 12 personnes et on a fait le transfert de Paris à Moscou, de Moscou à Erevan et d'Erevan à Spitak. C'était une épopée. Parce qu'il a fallu visiter les lieux, parce qu'on avait des rations de l'armée française qui nous ont été remises, parce qu'on avait une yourte mongole où on a couché tous, la petite histoire, qu'on se lavait avec la neige et on se rinçait avec la vodka. Et la nuit, il y avait quelqu'un qui était de garde pour mettre debout des bois de portes ou des mesures de fenêtres dans la poêle qui était au milieu. Pour chauffer autrement, ça faisait moins 15, moins 20 dehors. Comme j'ai pas voulu cautionner le renforcement qu'il faisait, je dis que je peux pas cautionner ça. Comme je parle russe, je dis ce que je pense en russe, assez fort. Ça a créé un incident diplomatique et 3 semaines après, c'est des affaires étrangères qui m'ont appelé pour me demander de venir pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Après, c'était le séisme de 2007 à la Martinique, le séisme à plus haut risque en France, comme on dit. Ce que j'appelle le séisme utile. Séismes qui font peur, qui font des dégâts, mais qui ne font pas de victimes. Et c'est ce qui s'est passé en 2007. Il y a des écoles qui ont fissuré. Du coup, on se pose la question, qu'est-ce que valent les écoles qui existent? Donc, j'ai eu une mission assez conséquente du Conseil général. Et là aussi, il y a le renforcement des écoles, c'est un plan séisme. Oui. Donc, je proposais des tas de solutions avec le coût de chaque solution. Et puis, vous faites votre marché. Et on a renforcé des écoles, donc ça c'est très intéressant. On a renforcé des écoles avec plusieurs solutions. Ils m'ont envoyé en Haïti après 12 janvier 2010. Et là, on a passé presque sur place, tous les 2 semaines, on est allé sur place. On a fait de réévaluation, réévaluation, proposition de renforcement, formation. Je me rappelle d'une formation sur le site. On a trouvé des chaises et une table et j'ai ouvert mon ordinateur, je fais la formation sur le site directement en disant voilà pourquoi ça n'a pas tenu, voilà ce que vous aurez dû faire. Et c'est très instructif. Pour la suite, est-ce que vous pourriez nous partager une idée d'axe d'amélioration des normes ou des pratiques de dimensionnement parasismique que vous pouvez avoir aujourd'hui ou que vous avez pu avoir pendant votre carrière? Il y a ceux qui participent à la rédaction des normes et qui avancent, qui ont fait un travail considérable. Il y a ceux qui vont appliquer les normes. Vous voyez, les deux mondes. Et entre ces deux mondes, je me place. Et je souffre entre les deux mondes en fonction des questions qui posent le bureau d'études et ce qui répond le professeur ou professeur émérite. Il y a un gap énorme. J'ai beaucoup d'appels des jeunes qui m'envoient des mails à qui je réponds. Je dis voilà ce que je vous propose. Vous allez à la page telle ou si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie voilà, direct. J'ai 1 ou 2 fois par semaine des jeunes que je ne connais pas du tout. Voilà comment on peut améliorer. N'hésitez pas à me poser des questions. Que je sois sur l'affaire ou non, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'on puisse se comprendre et que moi, j'apprends de vos besoins et vous apprenez de ce que je peux vous dire de mon retour d'expérience. C'est vraiment un échange. Un échange, ah oui, ça c'est essentiel. Et je pense que les jeunes, il faut que les jeunes du bureau d'études et l'entreprise puissent aller sur des sites qui ont subi des séismes où là on renforce. Pour finir, je vais vous laisser adresser un message ou un conseil aux jeunes qui débuteraient une carrière dans le domaine du sismique. La remise en cause permanente. N'hésitez pas à vous remettre en cause. Vous avez fait un calcul, dites-vous bien que si vous avez été dérangé par un calcul, il se peut que le calcul soit complètement faux. Mais puisque la machine a sorti des résultats, vous les envoyez. Et c'est ça. Remettez-vous en cause à chaque étape, depuis le début d'un projet, et y compris pendant l'exécution. Il faut aller sur le site. Pour les jeunes, il faut qu'ils aillent sur le site, voir à l'échelle 1 qu'est-ce que c'est la construction ou la réhabilitation ou le renforcement. Donc, la remise en cause permanente, je crois que c'est le maître mot. Et je terminais avec ce que j'écris dans le livre de 85, pour que la terre ne fasse plus trembler. Et votre message pour le colloque des Antilles qui se déroule actuellement? Essayons d'être modestes dans l'explication, être très proches de ceux qui seront dans la salle. Il faudrait que nous ayons un aperçu. Est-ce qu'il y a plutôt des bureaux d'études, des architectes, des étudiants? Soyons à leur niveau d'écoute, à leur niveau de compréhension. Parce qu'on peut balancer des formules et des calculs, on est parfaitement à l'aise là-dedans, mais ce n'est pas ça qu'ils attendent en face. Il faut adapter le discours. Il faut adapter le discours en fonction des attentes. D'ailleurs, c'est mon maître mot. Quand je fais un stage, le stage, c'est en fonction du besoin qui est dans la salle, pas en fonction de ma connaissance, de ma facilité, puisque c'est déjà prêt. Non, il faut travailler avec ceux qui vont vous écouter, ce dont ils ont besoin. Donc,
Voilà le maître mot. Remettez-vous en cause et soyez à l'écoute des besoins de ceux qui travaillent vraiment et qui vont assister à votre conférence. C'est noté. Merci beaucoup.